On va commencer avec un chiffre, on va vous montrer un chiffre. Ce chiffre, c'est 300 immeubles qui sont encore frappés par un arrêté de péril imminent dans la ville de Marseille. C'est encore beaucoup. Oui, 300 immeubles qui sont frappés par un arrêté de péril imminent. C'est beaucoup plus si on fait la somme des arrêtés de péril qui ont été pris depuis notamment le 5 novembre 2018. Mais c'est pas parce que vous avez un arrêté de péril imminent que vous avez des problèmes de sécurité de long terme. Un arrêté de péril imminent, qui s'appelle aujourd'hui arrêté de mise en sécurité d'ailleurs, les dénominations ont changé depuis le début de l'année, ça sert à attirer l'attention, ça sert à amener des propriétaires à sécuriser immédiatement le logement avant d'aller prendre d'autres mesures de beaucoup plus long terme qui permettent de sécuriser à long terme le logement vis-à-vis à la fois, certes, des occupants, mais aussi du public qui peut circuler dans une rue et qui pourrait être touché par des chutes d'éléments d'une façade ou autre. Donc c'est ce nombre de périls imminents, ça a mené à des périmètres de sécurité, ça a mené quelquefois à des évacuations d'immeubles, pas toujours. Ça amène chaque fois la ville à aller voir immédiatement, dès qu'il y a un signalement, ce qui se passe sur un immeuble, quel que soit le signalement et quelle que soit la manière dont arrivent les signalements. Tous les signalements sont traités. Les équipes vont voir sur le terrain ce qui se passe et prennent immédiatement et font prendre immédiatement les mesures pour sécuriser à la fois le public et les occupants. Est-ce qu'il reste beaucoup d'immeubles à Marseille qui sont dangereux, qui ne sont pas identifiés selon vous ? Vous avez donné la réponse. S'ils ne sont pas identifiés, c'est que c'est difficile d'en avoir une idée précise. Le rapport... Parce qu'il faut qu'il y ait un signalement pour qu'on puisse... Déjà, un certain nombre de rapports depuis 2016 avaient noté ce chiffre de 40 000 logements indignes. Oui, le fameux rapport Nicole. Le fameux rapport Nicole et d'autres ensuite qui sont arrivés là-dessus. Ça représente globalement 4 000 immeubles. Vous imaginez qu'il n'y a pas eu 4 000 signalements d'immeubles dangereux à Marseille depuis 2016. Il y en a eu combien d'ailleurs ? Au total, moi je peux vous donner des chiffres depuis 2018. On est actuellement dans à peu près 2 à 3 000 signalements au global, mais sur lesquels nous avons au total pratiquement 800 arrêtés de péril, toute nature confondue, c'est-à-dire imminent et péril simple, depuis 2018. Et regardez, on découvre les chiffres de ce rapport. 40 000 logements indignes dans la ville de Marseille, 100 000 personnes concernées. Oui, exact. Il y a 1400 personnes actuellement qui sont relogées à Marseille, qui sont relogées de manière provisoire. C'est quoi la suite pour ces personnes pour l'instant ? Il y en a beaucoup qui sont dans des appart-hôtels. Quelle est la suite ? Alors, les relogements provisoires, il faut savoir que ces relogements sont destinés à mettre à l'abri des personnes évacuées de situations extrêmement dangereuses. Donc, lorsque on a comme ça des situations sur lesquelles on évacue en une demi-heure, les marins-pompiers interviennent, voient l'état de l'immeuble, font appel aux services compétents de la ville pour vérifier la solidité. Et lorsqu'on voit qu'on a des risques vraiment sur un immeuble, l'évacuation est prononcée. On trouve les situations d'extrême urgence dans un premier temps, et l'on recherche au travers de l'espace d'accueil habitat, donc tout le dispositif qui a été mis en place dans le cadre de la charte du relogement. Je crois que vous avez une nouvelle charte du relogement, c'est ça ? Parce que les associations étaient un peu critiques sur la précédente. Nous avons remis à plat totalement la charte du relogement telle qu'elle existait. Et nous avons renégocié avec l'ensemble des collectifs et associations la nouvelle charte du relogement qui va être signée d'ici une dizaine de jours avec l'État, donc entre l'État et la ville de Marseille. Et qui justement... Et qui sera applicable quand alors ? Immédiatement. Elle est déjà appliquée en réalité. Elle est déjà appliquée. C'est un petit peu quelques nouveautés qui vont se mettre en place. Quelles sont-elles ces nouveautés, ces améliorations ? Si vous voulez, notamment le fait de faire beaucoup plus participer les citoyens organisés dans les collectifs et les associations au travers de commissions de travail qui pourront permettre d'éclairer la collectivité, parce qu'au final c'est la collectivité qui prend les décisions, sur des cas particuliers, sur lesquels on peut avoir des discussions sur justement la durée du relogement, sur la solution qui est retenue pour le relogement, sur l'adéquation entre la famille et ce qui est proposé. Donc c'est vraiment des dispositifs de partenariat que nous avons voulu travailler avec les collectifs et les associations qui permettent justement de rendre cette charte beaucoup plus vivante et beaucoup mieux partagée dans l'analyse des situations. Emmanuel Macron, le président de la République, était à Marseille début septembre. Il a prononcé un discours au Palais du Pharo. Il a exhorté la ville à accélérer les réhabilitations. On va l'écouter, on en parle juste après. La lutte contre l'habitat indigne doit par ailleurs s'intensifier
Chacun en mémoire ici le souvenir douloureux de ce 5 novembre 2018 où 8 Marseillais ont perdu la vie lors de l'effondrement d'un immeuble rue d'Aubagne. L'État a pris ses responsabilités en prenant une politique qui n'est normalement pas la sienne, mais en assumant cet objectif de réhabilitation de 10 000 logements dans les 15 prochaines années. L'ANA a immédiatement apporté son concours et triplé ses crédits. En juillet 2019, une société publique locale était créée. L'enjeu est désormais d'accélérer. Alors le président a été clair, il vous demande concrètement d'accélérer. Est-ce que vous l'avez écouté depuis qu'il est venu et qu'est-ce qui a été fait concrètement pour accélérer ces Non seulement réhabilitations ? on a écouté le président, mais je pense qu'on a déjà beaucoup travaillé avec lui sur ses plans et la manière dont les choses pouvaient être abordées. Ce qu'il faut avoir dans l'idée quand même, c'est que la majorité de ces logements ne sont pas des logements publics, ce sont des logements privés. La politique qui est développée aujourd'hui avec l'État, ce n'est pas de faire 80% de logements publics en centre-ville, c'est d'aider la totalité des propriétaires privés à réhabiliter leurs logements. La part publique sera minoritaire en réalité par rapport à la totalité des logements qui doivent être réhabilités. Donc c'est vraiment par cette politique d'aide, d'incitation, voire de substitution si les propriétaires privés sont dans l'incapacité d'intervenir. C'est notre politique de travaux d'office par exemple. Ou des opérations plus globales dans le cadre de la Société publique locale d'aménagement d'intérêt national qui a été créée. C'est par cette politique auprès des propriétaires privés que les réhabilitations auront lieu, qu'elles accéléreront. Des structures sont en place. Vous savez que mettre en place des structures publiques, c'est toujours relativement long. Nous avons beaucoup accéléré les choses depuis notre arrivée. L'État est en place quand, depuis quand cette structure ? La SPLAIN est en place depuis le début de l'année 2021. Depuis le début de l'année 2020. Elle existait déjà. Pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, la SPLAIN, Société publique locale d'aménagement d'intérêt national, voilà, je décrypte. Voilà. C'est une société qui est une société publique, qui regroupe à la fois l'État, la métropole et la ville de Marseille, qui a en charge un périmètre qui s'appelle le PPA, le plan partenarial d'aménagement, qui correspond à peu près à 1000 hectares du centre-ville, dans lequel des îlots prioritaires ont été définis, pour laquelle des actions coordonnées ville, État, métropole sont menées et vont être menées de manière très opérationnelle. Et le président, le 1er septembre au Faro, a dit ça va pas assez vite. Il a dit que l'État n'allait pas aussi vite. Ça a vraiment accéléré depuis. Ça a vraiment accéléré depuis. À tous les niveaux, ville, niveaux. Métropole, État. À tous les niveaux, je peux vous garantir que nous travaillons beaucoup et nous travaillons très vite. Le coup de pression a fonctionné. Le coup de pression a fonctionné, mais je pense qu'on n'avait pas besoin vraiment de ce coup de pression pour avoir commencé à fonctionner avant. Mais vous savez, comme je le disais, une structure publique, c'est long à créer. En plus, c'est un projet partenarial, donc vous imaginez aussi que le partenariat, ça se construit, ça ne s'impose pas, et qu'il a fallu un petit peu de temps à la fois pour recruter un directeur général extrêmement compétent que nous avons en place aujourd'hui, et mettre au point les responsabilités de chacun des partenaires, de l'État, de la métropole et de la ville dans cette affaire-là. Et on va parler justement des outils mis en place par la ville et la métropole dans le face-à-face de Marseille politique. Avant d'accueillir notre prochain invité, on vous propose un sujet, le portrait d'une famille qui vit dans le 3e arrondissement de Marseille, dans un logement, vous allez voir, très insalubre avec leurs 2 petites filles. Sujet de Manon Mujica. Rue Hoche, 3e arrondissement de Marseille, l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe. C'est ici, au rez-de-chaussée, que vit Abdallah Mohamed Abdou. Il accepte de nous faire visiter son logement, 47 mètres carrés qu'il paye chaque mois 550 €. Vous voyez bien que ça, c'est l'humidité. Hein. Ça, c'est de l'humidité. Vous voyez ? Donc, et même, il y avait le chauffage qui est tombé tout seul, parce que le mur, il n'est pas solide. Forte odeur de moisissure, électricité défectueuse par endroits, présence de rongeurs et dans la cuisine des emballages plastiques en guise d'isolation pour calfeutrer les trous dans le mur. Voilà les conditions dans lesquelles depuis 4 ans le couple vit avec ses 2 petites filles. C'est risqué mais on n'a pas le choix. On vit quand même au fur et à mesure en attendant, en espérant qu'on aura quand même une autre solution. Et donc j'ai commencé à parler aux propriétaires. Donc il me disait non, c'est pas vrai, oui, on verra ça. Et petit à petit, tous les jours. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a été fait. La mairie de Marseille a sommé la propriétaire d'installer une VMC. Cette dernière affirme avoir démarché un artisan pour effectuer les travaux et se défend. On ne me traitera jamais de marchand de sommeil.
parce que je n'en suis pas une. C'est la première fois en 21 ans que je trouve cet appartement noirci. Je suppose qu'ils l'ont fait volontairement, parce qu'autrement, il ne peut pas se noircir ainsi. La famille, de son côté, souhaite déménager au plus vite. Elle est sur liste d'attente d'un logement social. Merci de Pierre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Des situations comme celle-ci qu'on vient de voir, cette famille qui vit dans le 3e arrondissement de Marseille, il y en a beaucoup dans la ville. On a l'impression que ces personnes, elles n'ont pas beaucoup d'outils pour remédier à leur situation. De quels outils elles disposent? Quel recours? C'est tout le sujet en fait de l'accompagnement des victimes de l'habitat indigne, notamment quand ils sont face à des marchands de sommeil sur des situations extrêmement compliquées. On a affaire à des personnes souvent vulnérables qui connaissent pas leurs droits et nous on constate souvent un défaut d'accompagnement. C'est d'ailleurs une des premières actions que la Fondation Abbé Pierre mène à Marseille, comme ailleurs en France, c'est l'accompagner les victimes dans leur accès aux droits, les mettre en lien avec un avocat, les aider à signaler leur situation. J'ai entendu Patrick Amico dire l'insuffisance de signalement, c'est quelque chose qu'on constate aussi, parce que les gens ne connaissent pas leurs droits, donc parfois hésitent à appeler au secours, et il faut après les sécuriser dans leur démarche, parce que souvent on a peur de son propriétaire, et souvent aussi ce sont des ménages qui se sont retrouvés dans un taudis, pas par volonté ou par choix, mais par contrainte, c'est-à-dire souvent c'était ça ou la rue. Donc souvent c'est des gens qui se disent, mais en fait si je me rentre en guerre contre mon propriétaire, moi ce qui m'attend c'est la rue, s'il me met dehors. Donc c'est pour ça qu'il faut sécuriser la démarche et leur rappeler qu'ils ont des droits. Un élément technique, concrètement, pour les personnes qui nous regardent, qui seraient dans cette situation, on s'adresse à qui? Alors concrètement, on s'adresse au service de la ville, on s'adresse à Allo Mairie, on s'adresse à un site dédié, donc tous les canaux. On s'adresse par courrier, on s'adresse par téléphone. Donc tous les canaux amèneront forcément à ce que le signalement soit pris en compte. Et comme je vous l'ai dit et je vous le répète, tous les signalements sont vérifiés dès qu'ils sont reçus. Vous avez beaucoup de signalements directs ou plus par des associations comme la Fondation Abbé Pierre? On a pas mal de signalements directs aujourd'hui, mais il est vrai que au départ, c'était les deux sources, c'était les associations aussi, mais aussi, souvent en matière de sécurité, les marins-pompiers, tout simplement. Est-ce que la politique de la ville va dans le bon sens au niveau de la réhabilitation des immeubles? Est-ce que ça va assez vite? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui pourraient être améliorées selon vous? Forcément, on va faire partie des impatients parce que, comme vous avez dit, nous, on est en contact direct avec les victimes et donc c'est vrai que c'est compliqué quand on est dans des situations aussi difficiles d'entendre que les processus administratifs, que la réhabilitation d'un immeuble prend le temps et donc c'est aussi. Ça prend combien de temps? C'est variable selon les situations, mais c'est vrai que c'est une pédagogie à faire et dans des situations très complexes parce que les gens n'en peuvent littéralement plus. Donc nous, on fait partie de ceux qui demandent vraiment une accélération. Les choses vont dans le bon sens. Depuis quelques mois, on regrette peut-être qu'on ait perdu un peu de temps après les effondrements d'immeubles. Il a fallu attendre les élections, etc. Aujourd'hui, on a une nouvelle dynamique qu'on salue. On garde quand même quelques points de vigilance, des choses qui nous paraissent à améliorer dans la stratégie publique qui est en train de se déployer. Lesquels, justement, ces points de vigilance? Alors, par exemple, le permis de louer, c'est un bel outil qui a été testé aujourd'hui sur Noailles. Vous pouvez rappeler ce que c'est, le permis de louer? Alors, le permis de louer, c'est très simple, c'est sur un périmètre aujourd'hui, un périmètre autour de Noailles. Un propriétaire qui veut mettre à la location son logement, après le départ d'un locataire, par exemple, doit demander à la métropole le permis de louer son logement. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui fonctionne. Il y a des points améliorés, mais dans l'ensemble, il fonctionne. Et nous, on ne comprend pas pourquoi il n'est pas déjà étendu, par exemple, à la Belle de Mai et à Saint-Mauron, l'endroit où la Fondation Abbé Pierre a son siège. Donc, c'est un quartier qu'on connaît. On peut poser la question à Patrick Amico. Pourquoi, justement, il n'est pas étendu à d'autres quartiers de Marseille? Le permis de louer, il ne vous a pas échappé que ce n'est pas qu'une décision municipale. C'est une décision métropolitaine. Lorsque j'ai présenté en conseil municipal, justement, la décision de poursuivre le permis de louer, j'avais assorti cette proposition d'un deuxième volet qui était possible à l'époque, qui était l'encadrement des loyers. Effectivement. Et à ce moment-là, donc, autant le permis de louer, le maintien du permis de louer a été accepté, autant l'encadrement des loyers a été refusé par la métropole. Et justement, vous nous amenez à notre prochain thème, le thème du débat qui est justement, on a parfois du mal à comprendre qui gère la question de l'habitat indigne à Marseille. Est-ce que c'est la ville ou la métropole? Tout de suite, c'est le débat de Marseille Politique. Patrick Amico, hier, on a reçu sur ce plateau David Itier. C'est votre homologue à la métropole. On écoute justement ce qu'il disait à ce sujet.
On est sur une compétence en matière d'habitat qui est complexe à comprendre parce qu'elle est partagée entre la métropole, qui dispose de la compétence stratégique en matière d'habitat, la ville de Marseille, qui reste compétente en matière de police d'habitat pour notamment prendre les arrêtés de péril lorsqu'un bâtiment menace de s'effondrer ou présente une structure qui pourrait causer un trouble à l'ordre public. Donc c'est la métropole qui les identifie et la mairie qui va ensuite... La mairie prend les arrêtés de péril, mais nous les identifions tous ensemble. Alors on a bien compris, double compétence, c'est pas un peu compliqué ce moyen de fonctionnement? Est-ce que justement ça ralentit pas les processus? Alors la loi a défini ses compétences, mais elle les a pas définies exactement comme ça. Pour moi, ce qui est important, c'est pas tellement le problème de la compétence. Je veux dire, en face de nous, les problèmes que nous avons, ce ne sont pas des problèmes d'immeubles, ce sont des problèmes de gens, de vrais gens, qui vivent dans des conditions catastrophiques. Dans certains quartiers, on parlait notamment du 3e arrondissement, j'y suis retourné pas plus tard que la semaine passée. Nous avons des situations qui relèvent du drame humanitaire. On en est là. C'était un cas vraiment très spécifique. On voit les images du lieu que vous avez visité, voilà. Justement. On est vraiment dans des choses, dans des conditions assez inimaginables, y compris pour une bonne part des Marseillais eux-mêmes qui ne sont pas confrontés à ces situations-là. Donc pour moi, la question de la compétence, elle se pose pas de la manière de savoir. Le président de la République avait parlé de chicaya, donc c'est pas une chicaya entre la métropole et la ville. C'est que le logement indigne fait partie vraiment aujourd'hui d'une politique globale du logement sur la ville de Marseille. Cette politique globale du logement sur la ville de Marseille ne peut être menée que par la ville de Marseille. Le maire, Benoît Payan, a réclamé la compétence la plus générale possible sur le logement. Nous sommes parfaitement sur la même ligne, vous l'imaginez bien, nous avons déjà beaucoup discuté et nous demandons effectivement cette compétence. Et qu'est-ce que vous a répondu l'État ? L'État, pour l'instant, ne nous a pas répondu sur cette logique-là. Ce que nous avons vu des copies, pour l'instant, qui circulent à droite à gauche, même si nous n'avons pas de position officielle de l'État. Est-ce que ça pourrait rentrer dans le cadre des nouvelles compétences, justement, accordées à la ville par la métropole? Je pense que c'est un sujet qui peut rentrer dans cette discussion aujourd'hui, et qui doit y rentrer, et qui devra y rentrer. Je prenais un exemple, je le prenais de façon vraiment anecdotique. On se connaît très bien avec David Dittier, on partage les mêmes analyses sur les mêmes sujets, notamment sur le centre-ville de Marseille. Mais je disais, est-ce qu'aujourd'hui, le maire de Salon de Provence, ou d'une autre commune, de la métropole, peu importe, accepterait que la politique du logement de Salon de Provence soit sous la responsabilité d'un élu marseillais, qui d'ailleurs ne serait même pas l'élu au logement, mais qu'en plus, cet élu marseillais s'appuie sur l'opposition au maire de Salon de Provence dans sa mairie pour déterminer sa politique de logement. Est-ce que vous pensez que c'est imaginable? Et pourtant, c'est ce qui se passe à Marseille. Florent Oudemont, sur cette question des compétences. Oui, c'est vrai que le jeu institutionnel rend compliqué l'accélération que nous on réclame des processus. Vous avez un exemple concret à nous donner de dossiers qui ont... Moi, je veux revenir aux causes profondes, en fait. À la base, s'il y a autant de gens qui sont contraints de vivre dans des taudis, souvent avec des faibles revenus, c'est aussi parce qu'on a une insuffisance de logements sociaux. Parce que les gens, ils choisissent pas de vivre dans un taudis volontairement, et très souvent, ils aimeraient accéder à un logement social. On sait qu'il y a un déficit de logements sociaux sur la ville et sur la métropole. Il faut que l'ensemble des communes, par exemple Carençay, CSRU de la métropole, participent de l'effort collectif de solidarité sur ce territoire en produisant assez de logements sociaux. Il faut aussi qu'on puisse avoir aujourd'hui porté à 30% l'objectif de logements sociaux sur la ville de Marseille et à 15% par arrondissement, parce qu'on a un vrai problème de ségrégation spatiale dans cette ville. C'est quelque chose que la Fondation Abbé Pierre réclame, y compris aux législateurs, à l'État. Dans le cadre de la loi 3DS, on a déposé des amendements dans le sens. J'ai entendu la ville de Marseille soutenir, en tout cas vouloir aussi ces objectifs. Aujourd'hui, c'est la métropole qui veut pas, en tout cas qui n'a pas de PLH, dont on attend le PLH, et qui veut pas réformer le PLUI. C'est quoi le PLH? Le PLH, le programme local de l'habitat, justement la stratégie dont parlait Monsieur David Dittier. Aujourd'hui, elle a la compétence stratégique. C'est pas à moi de discuter aujourd'hui. Est-ce que ça doit être le maire ou la métropole en tant que Fondation Abbé Pierre? En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est un vrai programme ambitieux de production de logements sociaux et de rééquilibrage dans la ville. Vous évoquez une carence avec la crise sanitaire. Je crois que les engagements étaient encore plus faibles en termes de création de logements. On en est où vraiment aujourd'hui? En fait, c'est catastrophique. On est dans une ville où on a un grand déficit de logements sociaux et en plus avec des chiffres qui ne cessent de décroître depuis 2016, avant même la crise. Et effectivement, 2020 a été une année horribiliste de ce côté-là. On n'a jamais produit aussi peu. Même constat, Patrick Amico? Oui, moi je peux vous donner des chiffres très précis là-dessus. Marseille devrait construire de l'ordre de 4 000, 4 500 logements par an. Dans ces 4 000 à 4 500 logements par an, nous devrions produire 2 500 à 3 000 logements sociaux par an. Le préfet, d'ailleurs, nous a, par écrit, demandé de produire ces 2500 logements sociaux par an. L'année passée, nous avons eu 620 agréments de logements sociaux.
agrément. Ce qui veut dire qu'en réalité, la production effective sera encore largement en dessous. Nous serons peut-être quelque part entre 800 et 900 agréments cette année. Peut-être. Pas sûr. Et quelles sont les causes de ce chiffre faible ? Il y a eu sur Marseille, si vous prenez le plan local d'urbanisme, parce qu'il faut revenir à ça, vous aviez, jusqu'à il y a un an et demi, aucune obligation de construire du logement social en dessous d'une opération de 120 logements. Ça a été ramené à 80 logements. Donc vous avez quand même pas mal d'opérations qui en font 79. Nous avons demandé à la métropole, dans le cadre du plan local d'urbanisme, de ramener ce qu'on appelle cette servitude de mixité sociale, qui oblige à construire du logement social, à 30 logements ou 2000 m² construits. Il y a quand même 20% de logements sociaux à Marseille. Finalement, on est dans les clous. Vous avez 46% de logements sociaux, à peu près, dans le 13e, dans le 14e. Vous avez moins de 5% de logements sociaux dans le centre-ville, dans le premier. Tout le problème est là. Marseille... Il faudrait faire 20% par arrondissement ? Il faudrait arriver à avoir... Voilà, on 15%. On est d'accord sur 15 ? Le mieux est le mieux. Les 15, ce serait déjà un bel objectif. Nous avons 41 000 demandes de logements sociaux non satisfaites, vérifiées, sur lesquelles nous savons que ce sont des véritables demandes de gens vraiment dans des situations de détresse. 41 000 demandes, aujourd'hui, non satisfaites. Et avec une attention, si je puis me permettre, accrue sur les logements très sociaux, parce qu'il y a différentes catégories de logements sociaux. Les plus pauvres ont besoin de logements très sociaux. On a un fort déficit. Et quand vous regardez, par exemple, le taux nominal dans le 9e arrondissement, vous dites, c'est pas si mal. Je crois qu'on est au-dessus des 15%. Sauf qu'en réalité, on a très peu de logements très, très sociaux. On a des logements collectifs, les résidences étudiantes de Lumini, qui font gonfler le taux, mais qui ne sont pas des solutions pour les familles. Et justement, sur cette question des logements, il y a des Marseillais qui ont des questions à vous poser. Tout de suite, c'est la parole qui est donnée aux Marseillais. On va commencer avec une remarque plutôt de Catherine. Elle est chanteuse, elle est marseillaise. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Suite à l'effondrement de la rue d'Aubagne, il y a beaucoup de gens qui ont été délogés parfois de manière trop précipitée, trop longue, pas pour des bonnes raisons, etc. Donc, il me semble que c'est en bonne voie, mais ça va prendre du temps. Emmanuel Macron a fixé l'objectif de 10 000 réhabilitations d'ici 2035. Alors, question rapide, réponse rapide. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible en fonction des moyens qu'on est capable de mettre en face. Ok, très bien. On va écouter une autre remarque d'une Marseillaise. C'est Valérie, elle est juriste. Écoutez ce qu'elle a à nous dire. Je passe régulièrement par là. Il n'y a rien qui a été fait. Il y a encore un trou béant. Les personnes sont, je ne sais pas où et comment, relogées. Mais ça ne doit pas être de toute façon pour mieux-être. Et quand on pense qu'il y a des milliers, je pense, de logements vacants qui ne sont pas et qui ne seront jamais réhabilités, je trouve ça, oui, lamentable. Ça, c'est une grande question, la question des logements vacants. 8% à Marseille, comment on fait ? Mais finalement, c'est compliqué parce que ça appartient au privé. Vous avez donné la réponse, elle est dans votre question. Il n'y a pas des outils à mettre en place pour pouvoir... Il y a notamment cette taxe sur les logements secondaires. Alors, ça fait partie des... Alors, il y a deux choses vraiment qui sont importantes pour nous. Nous avons effectivement doublé la taxe sur les résidences secondaires, donc qui doit permettre, autant que possible, de remettre dans le circuit du logement familial normal un certain nombre de logements. J'ai aussi fait passer une délibération au conseil municipal limitant drastiquement le nombre de logements possibles dans le cadre des logements meublés de tourisme. Marseille était la ville de France qui était la plus permissive en la matière, puisqu'à Marseille, on pouvait avoir jusqu'à 5 résidences secondaires pour 6 ans renouvelables en matière de logement, de résidence, de tourisme, ce qui sortait du marché toute une partie de logements familiaux. Aujourd'hui, quelles sont la règle aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est une seule résidence secondaire en plus de la résidence principale, uniquement pour 4 ans avec une autre demande de dépôt en cas de renouvellement. Et au-delà d'une résidence secondaire, les personnes seront obligées de compenser les mêmes surfaces en créant du logement familial pour la même surface qu'ils ont transformé en logement de loisirs. Alors, ça, le temps nous court un peu après, c'est l'heure de la question cash. Alors, la question cash dans Marseille Politique, on n'y va pas par 4 chemins, c'est droit au but. L'élection présidentielle, c'est dans 5 mois. Qui soutient la mairie, Anne Hidalgo ou Emmanuel Macron ?
Le rôle de la mairie n'est pas de soutenir ni Anne Hidalgo, ni Emmanuel Macron. Je ne crois pas que nous soyons dans une mairie qui affiche politiquement une tendance particulière. Le maire est le maire de Marseille. Il a été élu sur une liste qui s'appelle le Printemps Marseillais. Qui regroupe plusieurs familles politiques. Donc, exactement. Certaines, vous avez fait partie. Hein. Vous avez été au PS, vous êtes reparti, vous êtes retourné au PS. Vous êtes société civile depuis 10 ans. Je suis société civile. Depuis 10 ans. Vous aviez dit, dans la Provence, vous avez été intéressé par Emmanuel Macron en 2017, enfin En Marche, en tout cas le mouvement, c'est vrai. C'est vrai. Personnellement, Patrick Amico, le cœur pour 2022, c'est pour qui? Pour quel programme? Moi, ce sera pour le candidat qui permettra vraiment aux Marseillais d'évoluer et de sortir de la situation dans laquelle ils sont. Franchement. Et on vous reposera la question sur ce plateau dans quelques mois, lorsque vous reviendrez. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette émission BFM Marseille Politique. On se retrouve jeudi prochain pour une autre émission politique. Et quant à moi, je vous retrouve dans un instant pour la suite des informations sur BFM Marseille Provence. À tout de suite.